Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information à la FM Télévision. Dans cette édition, nous aurons à recevoir comme invité du journal monsieur Aimé Francis Lolinga, qui est bourgmestre de la commune d'Ngaba. Avec lui, nous aurons à parler des 55 ans de la dite commune. Ouvrons cette édition avec la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 8 août dans la ville brésilienne de Belém do Pará, en marge de l'ouverture du sommet du bassin de l'Amazonie, sur invitation de son homologue brésilien, en vue de rejoindre les deux autres pays leaders pour développer un agenda commun de la sauvegarde de leurs ressources forestières. Détail avec... Quittons la présidence de la République pour la province du Kwango, où l'exécutif provincial vient de décréter un couvre-feu. C'est depuis le dimanche 6 août que cette mesure, qui fait suite à l'état d'avancement des miliciens Mobondo dans les villages de la province. Le ministre provincial de l'Intérieur, M. Noël Lumbu, précise que cette mesure va s'exécuter désormais de 22h à 5h au lieu de 20h à 6h comme d'habitude. Il a été joint au téléphone par Elvis Meti. Le couvre-feu décrété de 22h à 5h du matin. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Avec la traque de Mombono qui était au pont Kwango, nous avons décrété le couvre-feu pour réduire les mouvements des populations, surtout à ces heures-là de la nuit où tout peut arriver, pour que nos patrouilles soient quand même à la taille de bien contrôler la nationale numéro 1 comme les grandes opérations. Jusque-là, on connaît quand commence une guerre, on ne sait pas quand il peut se terminer. Les criminels, au lieu de crime, nos éléments doivent être vigilants. Hein. À 22h, la population est au lit, à part les passagers sur la route. Se promène à 22h, surtout dans la province, des heures déjà tardives. La population vaque librement ses occupations. Et les éléments sur la route apprécient s'il y a urgence pour un cas d'ambulance, pour un cas de... On laisse passer. National, c'est de nous appuyer en logistique pour que nos éléments de police soient à mesure de bien gérer la société. L'assassinat de Chéribin Okende, on en parle dans cette édition. Le parti politique Ensemble pour la République continue à réclamer justice après cet assassinat, comme le fait savoir Christian Mayassi, cadre de ce parti. Il est au micro de nos reporters. Nous sommes en deuil, mais nous entendons le résultat de l'enquête parce que nous avons souhaité, avec Moïse Katumbi, une enquête indépendante, internationale aussi, pour que les autres nations qui sont outillées dans les domaines des enquêtes viennent nous prêter main forte afin de découvrir la vérité. Mais nous avons été déçus d'apprendre par le procureur général près la Cour de cassation que Chéribin Okende, avant même que son autopsie soit faite, était mort par balle. Donc nous avons vu que cette déclaration a été faite dans la précipitation, sans autopsie, et nous nous sommes posé la question si le procureur général près la Cour de cassation veut protéger qui, ou pourquoi est-ce qu'il veut détourner l'attention ou orienter l'opinion vers une direction qui n'est pas celle de la vérité. Donc nous disons que M. Chéribin Okende a été enlevé au parking de la Cour constitutionnelle. Il a été retrouvé mort et nous attendons les résultats de l'autopsie qui a été faite il y a quelques jours. Donc nous attendons, mais du moins nous souhaitons que les coupables soient connus parce qu'il s'agit là pour nous d'un assassinat politique. Il y a des gens qui veulent museler le camp de Moïse Katumbi afin de l'affaiblir et nous disons que ça ne marchera pas. La mort des chérubins ne passera pas comme ça. Il faut que le coupable, les commanditaires et les assassins soient connus et qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Parlons religion à présent. L'église Mbanza Diasilwa de la représentante légale Kinzembo Kalakimpavita fait désormais partie de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Mpeve en Longo. Son éminence, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, a officiellement remis hier les documents d'adhésion. C'était au cours d'un culte au sein de la dite église au quartier 9 dans la commune d'Ndjili. Fifi Kalumbwe pour le reportage.
C'était une manifestation haute en couleur où les fidèles de Mbanza Diasilwa de la représentante légale Ndonankala Kinzembo Kimpavita se sont déchaînés pour démontrer leur joie face à cette bonne nouvelle. Chant, danse aux allures d'une ambiance céleste où tous étaient immaîtrisables. Le moment le plus fort de ces grands cultes d'action des grâces était l'annonce par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo, par les billets de son secrétaire général adjoint de la note d'adhésion de Mbanza Diasilwa à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo. Attestation d'affiliation et d'appartenance numéro 038 Kriatubem chef suprême 2023. L'église Mbanza Diasilwa, 6 avenue Kimbangu, numéro 46, au quartier 9, dans la commune de Djili, représentée par son éminence Kimpavita Kala Kinzembo, fonction représentante légale, mais référant à votre lettre d'adhésion numéro 04/07 17 août 2023 au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo. Et comme si cela ne suffisait pas, le chef de la CRETBM est allé loin jusqu'à annoncer la nomination publiquement et officiellement de la représentante légale Ndonankala Kinzembo Kimpavita comme conseillère spéciale de la CRETBM, une mission qu'elle compte assumer avec joie et respect des normes d'inguzisme. Topesi pona kobongisa misala oyo ya tata mokele apesi na nzela ya papa na biso son éminence ambassadeur Mangelesi topesi po misala na ye pe kende liboso ipamboli pesi nga pa na biso na molimo pe na musuni tozawana conseil kozana na molimo conseil pe kozana na musuni po tolonga ka confession na biso ekende liboso. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a de son côté démontré le bien fondé de celle-ci. Pouvoir ou epesa milinga na protocole d'État, pe na ministère de la Justice, lelo ngai moko en personnel na yawa ko pesa mokanda pote na tombola lingombo e komi membre de confession religieuse. Ezali susu lingomba te ya simandako. Na ngonga oyo, mangomba nyonso yebi ozali autochtone, ozali traditionnel. Ozali PV Longo, ozali Bangunza, si tozwaki protocole d'État, tozwaki confession religieuse, o ezali ko kamba mananga chef suprême. Yango nazo beta ngonga, mikoleko ya kalate na kokanga. La cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux symboliques par la représentante légale de Mbanza Diasilwa à l'ambassadeur Mangele Silubasa pour la confession religieuse, un geste louable et appréciable par tous. De la religion au sport, l'avenir et le format du championnat national étaient au centre des échanges ce mercredi 9 août entre le ministre des Sports et Loisirs, les CONOR et l'ADEFCO, d'où il était question de trouver un consensus avant la reprise de la Ligue 1. Après échange, les trois parties restent confiantes à l'idée de doter le championnat congolais de ce qu'il y a de mieux. Lionel Ngolo et Florent Okita. Réunis dans le salon bleu du stade des Martyrs de la Pentecôte, les CONOR et la DEFCO sont venus répondre à l'invitation du ministre des Sports et Loisirs, d'où il était question d'harmoniser le format du championnat national. On échange sur les formats consensuels, les formats moins coûteux, les formats qui répondent aux attentes de toute la population. Et c'est dans ce sens que nous, clubs, nous étions invités, comme les CONOR, les comités de normalisation, mais également d'autres structures. Après une série d'expositions de chaque côté, la DEFCO a quant à elle démontré les difficultés financières auxquelles ses dirigeants font face pendant l'organisation du championnat. Au sortir des échanges, Lambert Osango, président de la DEFCO,
rassure sur un format consensuel entre les deux parties avant la reprise du championnat national. Bon, il faudrait retenir que les clubs ont pris la parole en première position et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important, c'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Le feuilleton sur le format et la question des zones du championnat national va se poursuivre demain entre le CONOR et la DEFCO. Restons en sport. Le stade de Martyrs de la Pentecôte a été à nouveau inspecté ce 8 mars 2023 par l'inspecteur Ivan Baïgué de la CAF. Une énième inspection qui intervient à marge de la rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo au Soudan dans un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Le rapport de cette mission d'inspection seront plutôt transmis à la CAF qui décidera à son tour de l'homologation ou pas du stade de Martyrs. Joseph Majondo pour le détail. Après son homologation par l'OIF pour abriter le 9e jet de la francophonie, le stade des Martyrs va devoir attendre les résultats de la dernière inspection de la CAF, effectuée ce mardi 8 août, pour déterminer le stade qui accueillera la rencontre qui opposera les léopards de la RDC au Cocody du Nord du Soudan, dans un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2024. Séjourné à Kinshasa depuis le 6 août dernier, l'inspecteur ougandais de la Confédération africaine de football. Séjourné à Kinshasa depuis le 6 août dernier, l'inspecteur ougandais de la Confédération africaine de football, Ivan Baïgué Kintou, a évalué l'état du stade des Martyrs durant 3 jours. Ces derniers doivent transmettre les comptes rendus à l'instance fêtière du football africain afin qu'à son tour, la CAF donne son aval. À ce jour, et à lieu de dire que le gouvernement congolais a tout mis sur pied pour en finir cette fois-ci avec le stade des Martyrs qui peine depuis un moment à abriter des rencontres de la CAF. Pour rappel, la CAF avait interdit en février dernier l'organisation de ces rencontres suite au rapport de ces inspecteurs qui faisaient état de la mauvaise gestion sécuritaire, sanitaire ainsi que des infrastructures de cet entrée du football congolais qui était à désirer. Mesdames et messieurs, comme annoncé au début de cette édition, place à l'invité du journal. Nous recevons pour vous le bourgmestre de la commune de Ngaba, Monsieur Aimé Francis Lolinga, à qui je m'avais dit dire déjà bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? On essaie d'aller, ça va. 55 ans de la commune de Ngaba, on en parle dans cette édition du journal. Qu'est-ce que la population quinoise doit retenir et congolaise en général? 55 ans d'une commune, une des plus jeunes communes de la ville de Kinshasa. Parce que 55 ans, c'est dans 1968, donc c'est une commune jeune par rapport aux autres communes. Parce qu'au départ, c'était un quartier, le quartier révolutionnaire, où on a vu défiler pas mal de révolutionnaires comme Kinzenga, comme Mongolodiak, comme d'autres. Donc c'est une commune qui a toujours servi de base de changement dans ce pays. Donc c'est pour ça qu'on a toujours appelé le quartier révolutionnaire. Et 55 ans de cette commune, qu'est-ce que nous devons retenir à ce jour? Une commune un peu mal réputée, les colonnats, l'insalubrité. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ce que les gens qualifient de la commune d'Ngaba? Je dirais ceci, c'est une commune qui est... La réputation de la commune est surfaite. Elle est surfaite aussi à cause de ses propres habitants qui n'ont pas su la défendre. Comment ça? C'est-à-dire qu'il est arrivé et on a fait une commémoration samedi passé de la commune, la date le 6 août, c'était la date de la fondation de la commune, la création de la commune. On s'est rendu compte, et le pasteur qui a prêché ce jour-là, parce qu'on avait eu une action de grâce dans la commune, l'a dit lui-même, qui est aussi un natif de la commune,
en disant que les gens de Ngaba, même eux-mêmes, n'osaient pas dire qu'ils habitaient Ngaba. Ils disaient qu'ils habitaient Lemba. Pourquoi? Mais de l'autre côté... C'était une honte ou comment? Dire qu'on habitait Ngaba? Oui, c'était pas très sexy, c'était pas très valorisant. Et ça posait beaucoup de tort à la commune. Et aussi, il y a une espèce de mythe où tout ce qui vient de la commune de Ngaba est mauvais. Mais qui devait défendre la commune de Ngaba? N'est-ce pas que c'est natif? Justement, et c'est pour ça que je suis en train de changer le narratif, comme dirait quelqu'un que je connais. Donc, on est en train de changer ça maintenant parce qu'on estime que moi, je suis pas fier de... au départ, je vais vous avouer, même moi, bourgmestre, avec mes collègues, quand je citais, je me présentais comme bourgmestre de Ngaba, il y avait un petit sourire, mais ce petit sourire a disparu. Avant d'entrer dans le fond de tout ce qui s'est dit et de votre avènement à la gestion de la commune, nous voulons avoir la délimitation de Ngaba, parce que des fois, ça prête confusion. Certains peuvent vous dire qu'ils habitent Ngaba, or ils ne sont pas de Ngaba, ils sont de Makala. Certains peuvent vous dire qu'ils habitent Ngaba, or ils sont de Mombele. Essayez de donner à cette population qui vous suit les délimitations de la commune de Ngaba. C'est ça le gros problème de la commune de Ngaba. C'est pour ça que la réputation de Ngaba est aussi souillée. C'est à cause de cette délimitation qui n'est pas connue de la plupart des gens. Ngaba, c'est une toute petite commune de 4 km². 4 seulement. 4 km². Heureusement, maintenant, c'est plus clair parce que la route qui sépare Ngaba de Mombele, qui quitte, et c'est la limitation basse. Au-dessus, vous avez bypass, une partie seulement, jusqu'au niveau de la rivière Yolo, qu'on appelle généralement Kalamou. Et de l'autre côté, vous avez l'avenue Université. C'est ça les limitations de la commune de Ngaba. Ngaba est une toute petite commune. Même le rond-point Ngaba, qui porte le nom de Ngaba, c'est la commune, la partie qui appartient à Ngaba, c'est même pas le quart. Donc tout le reste, c'est Lemba en majorité et Makala. Donc ce qui s'est passé, par exemple, hier, l'incendie. Nous allons en venir, nous allons revenir sur ça. Nous abordons la question sur votre avènement à la commune. C'est vrai qu'on dit que nous devons faire la continuité de l'État. Depuis votre avènement jusqu'à ce jour, quelles sont les réformes que vous avez apportées à la tête de cette commune d'Ngaba? C'est un vaste programme. Vous avez le temps? Donnez-nous le grande ligne, ça fera énormément plaisir aux téléspectateurs qui nous suivent. Oui, en fait, je suis arrivé d'abord. Vous pouvez prendre le volet sécuritaire, la salubrité, juste les grandes lignes qui ont vraiment terni l'image de la commune. Quand on prend le volet sécuritaire, on parle... Mais je dois d'abord commencer par un point essentiel, parce que si je ne commence pas par là, on ne peut pas comprendre la suite. Effectivement. Je suis d'abord arrivé, j'ai trouvé moins de 100 $ de recettes par jour. Vous imaginez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 100 $ de recettes par jour? Ça veut dire que je devais... Et cet argent-là servait juste à payer le transport des employés de la commune, et encore pas tout le monde. On devait alterner. Donc c'était pas évident. Donc on pouvait rien faire. Je voyais même pas comment commencer une politique en ayant moins de 100 $ par jour. Donc on s'est battu d'abord pour essayer
de canaliser les recettes de la commune, parce qu'il y avait beaucoup de coulage de recettes, il y avait de l'argent qui n'arrivait, même qui échappait au trésor de la commune. Oui. Depuis l'histoire de la commune, cet argent-là, on n'a jamais fait rentrer ça par les caisses de la commune. On s'est battu, on a dû faire des réunions, on a créé même un canevas des documents, des autorisations, de tout ça. Il y a maintenant un canevas, on sait telle chose coûte autant. Et c'est grâce à ça qu'on a amélioré drastiquement. C'est pas assez, parce que c'est une commune qui n'a pas beaucoup de recettes. C'est pas assez pour faire des grandes choses, mais on fait avec, on essaie d'évoluer avec. Donc voilà, je commence par là pour vous dire qu'on est passé aujourd'hui de moins de $100 à plus ou moins 400-500 $ par jour. Ça, c'est du côté des recettes. Donc on a pu améliorer, tout le monde peut arrive à avoir son transport régulièrement, et puis on peut initier d'autres choses. C'est pas encore un gros budget, mais on arrive à travailler. Ça, c'était le premier point, et qui explique le reste. Le reste, c'est quoi? Vous avez abordé le sujet sécuritaire. Sécuritaire, c'est essayer de faire en sorte de diminuer, déjà de vérifier que la réputation de la commune, disons que c'est la commune où il y a le plus de Kuluna, ou des choses comme ça. Et la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus de Kuluna en Ngaba qu'ailleurs. Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que il y a non seulement les Kuluna, c'est généralisé, dans toutes les communes il y a les Kuluna, mais nous avons travaillé quand même pour que ce soit les Kuluna qui sont en insécurité. En insécurité et non la population. Voilà. Et les Kuluna Ngaba sont en insécurité. La plupart des Kuluna Ngabiens n'habitent plus la commune. Ils viennent faire leurs actions, mais n'y habitent plus. Donc, maintenant, parce qu'on les attrape dans leur sommeil, on les attrape dans leur sommeil, on les traque jour et nuit, parce qu'on a créé une brigade de paix qui est constituée des notables, des jeunes mamans, des jeunes femmes, des hommes, des maîtres volontaires. Qui sont prêts à dénoncer, cette brigade est prête à dénoncer ces Kuluna de partout où ils sont. Partout. J'en ai 120 qui travaillent jour et nuit pour ce travail-là. Qui prend en charge cette rémunération de ces personnes qui travaillent pour traquer ou dénoncer les Kuluna? Je ne parlerai pas de rémunération parce que ça serait leur faire offense. Je parlerai de motivation. Ce n'est pas des sommes qu'on peut considérer comme étant des salaires, mais bien des motivations, de quoi ne pas manquer de crédit pour dénoncer, de quoi peut-être se déplacer ou des choses comme ça, mais on les motive et ils sont contents de voir leur commune en sécurité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que ces volontaires sont là pour essayer d'améliorer la qualité de vie de leur commune. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Et puis, c'est des gens qui, en plus du côté sécuritaire, malgré un travail très poussé du côté de la salubrité, de ma brigade d'assainissement, ils viennent de prêter main forte à mon service de salubrité. Donc, il y a,
je suis arrivé à mettre en place un groupe de gens qui travaillent jour et nuit pour le bien-être de la population de Ngaba. Mais certaines personnes vous accusent d'égocentrique, vous êtes seul sur le terrain, et pourtant que vous avez un adjoint. Est-ce que votre adjoint n'a pas aussi ce goût-là de faire redorer l'image de la commune d'Ngaba, où vous avez des tâches réparties, ce qui fait que quand vous êtes sur le terrain, lui doit rester qui peut s'occuper de l'administration? Écoutez, vous me posez une question, c'est difficile à répondre. Je suis très mal placé pour en parler. Il faudrait peut-être poser la question. C'est une dame. Ça serait mieux que vous la preniez en interview pour poser la question. Je suis venu pour parler de la commune et je préfère m'en tenir là. Merci, aimables téléspectateurs. Nous poursuivons cette édition avec l'élément sur l'incendie qui s'est produit hier. Un camion-citerne a percuté un poteau électrique et cet incendie a eu lieu. Images et commentaires. Ce fut aux allures du buisson ardent et l'incendie déclaré sur la route bypass. C'était aux alentours de 2 h du matin qu'un camion-citerne est entré en collision avec un remorque à la hauteur de Riguini. Le véhicule contenant du gasoil a déclenché du feu qui a incendié les maisons commerciales et les habitations. Ce drame qui s'est produit au beau milieu de la nuit a occasionné des pertes en vies humaines, témoigne cette dame. Un autre témoin de l'événement insiste sur la désinstallation des câbles électriques. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Jekoko Mulumba, est descendu sur le lieu du drame pour faire le constat. Jusqu'aux petites heures du matin, l'incendie se poursuivait malgré l'intervention des services anti-incendie. Monsieur Aimé Francis Lolinga, vous venez de suivre comme nous cet incendie qui a eu lieu hier sur Bypass. Certains l'attribuent à la commune d'Ngaba. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui pensent que l'incendie s'est produit dans la commune d'Ngaba? Mais c'est toujours... Je viens de vous présenter ici les délimitations de la commune d'Ngaba. Riguini, c'est Limba. Donc cet incendie-là s'est produit dans la commune de Limba. Mais je suis, moi aussi, attristé des morts que ça a pu causer. Et je tiens ici à demander, parce que ça pouvait arriver à Ngaba aussi, à l'ASNEL, de faire attention. Parce que moi, j'ai aussi, sur Kienza, vers l'école Saint-Andrien, des fils qui pendent aussi comme ça. J'ai toujours peur que, jusque-là, c'était, ma référence c'était Matane Kibala, mais maintenant on peut parler aussi de Riguini. J'ai sur l'avenue Université, au niveau de Bandundu vers le Petit Pont, sur l'avenue Bandundu sur le Petit Pont, la même chose. Personne ne fait rien. Il y a des gens qui vendent en dessous. J'ai beau les chasser, ils reviennent. Mais ils reviennent toujours. Donc, et ça, le jour où il y a un drame, je sais pas, je dors pas la nuit quand je pense à ça. Donc, c'est vraiment une tristesse. Mes condoléances vont aux familles des victimes et aussi à mon collègue Jean-Serge Boba, de ce qui est arrivé à sa commune. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Mais je voulais quand même que vous puissiez vous adresser à cette commune d'Ngaba. Certains, je reviens à la question précédente, que certains pensent que vous vous affichez seul en isolant votre adjoint alors que vous êtes appelé à travailler en synergie.
En tout cas, ça, c'est une accusation grave. Moi, je n'isole personne. Mon adjointe est là. Elle n'est pas présente. Elle n'est pas active. Je la vois très rarement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu répondre au départ, parce que je la vois tellement rarement que je ne peux pas savoir ce qu'elle fait exactement. Donc, jusqu'à présent, je suis... Au début, on a essayé de collaborer, mais j'ai pas l'impression qu'elle a envie de travailler. Je suis pas certain, parce que je vois dans les autres communes où on voit quand même un travail en équipe. Moi, je n'ai pas senti ça. Au départ, elle avait des raisons valables, parce qu'elle venait d'accoucher. Donc, elle avait un nourrisson dans les bras, donc je pouvais comprendre, mais bon, je suppose que aujourd'hui, après 8 mois, l'enfant a peut-être aujourd'hui 9 mois, donc je ne pense pas que ça soit la vraie raison, parce que j'ai eu 5 enfants, mais je ne pense pas que ma femme est restée autant de temps en congé maladie, donc de maternité, disons. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est une question qu'il faudra lui poser, mais en tout cas, le travail, j'ai du mal à lui confier le travail parce que je ne la vois pas. Un dernier mot à tous ces habitants de la commune de Ngaba qui prendront l'occasion de vous suivre sur cette édition de journal de FM Télévision. Je crois on va continuer à faire de la salubrité. Nous, on s'occupe de la sécurité, mais chaque habitant doit s'occuper de la salubrité. Donc, c'est vraiment le mot qui convient. La salubrité commence par nous-mêmes. Il ne faut pas attendre que Gentini Ngobila ou le président Fachi viennent nettoyer Ngaba. On le fera nous-mêmes. Avec le peu de moyens qu'on a, il ne faut pas attendre du bourgmestre qui vous achète des pelles pour arroger devant chez vous. Car quand vous balayez votre maison, le balai, là, vous l'achetez vous-même. Donc c'est la même chose pour devant votre parcelle et inciter vos voisins à faire la même chose. Car la propreté, c'est à nous à le faire. Et ce n'est pas demander aux autres de venir nettoyer devant chez soi. Voilà, merci. C'est sur ce mot de M. Aimé Francis Lolinga que nous bouclons cette grande édition du journal. Restez branchés au programme de FM Télévision et surtout continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Fondation Maloa Télévision.